séjour touristique, je définis le moyen de transport comme étant un attribut de type énuméré. Et dans son utilisation, c'est-à-dire dans la classe application, j'instancie ou je définis un objet de type toujours transport. Donc ici, je l'ai défini à ce niveau. Je l'appelle trans, de type énuméré transport. Et je donne à l'utilisateur un message en lui demandant de sélectionner le moyen de transport. Alors ici, malheureusement, il doit écrire exactement le même nom pour qu'il puisse être accepté. Donc c'est pour ça que j'ai dit sélectionner le moyen de transport, avion, bus ou train. Je récupère la sélection. J'utilise la méthode value of qui convertit une chaîne de caractères selon la valeur correspondante dans le type énuméré. Et une fois que j'ai défini la valeur correspondante, je peux attribuer ou je peux définir le tarif du voyage. Et à ce moment-là, je vais pouvoir associer avec chaque moyen de transport la valeur qui lui correspond dans le tarif du voyage. Maintenant, si le tarif du voyage, il est constant et il est fixe, quelle que soit la destination et le tarif journalier du voyage, le tarif du voyage, oui, il est fixe, quelle que soit la destination, à ce moment-là, je peux le définir comme étant une constante ici, entre parenthèses, et j'aurai juste à définir le getter correspondant à cet attribut et non pas le setter. D'accord? Bon, on reverra plus en détail cette approche ou cette implémentation le prochain TD, Inch'Allah. C'est juste pour vous dire que j'ai pu trouver la solution. OK. Alors, avant de reprendre le cours, là, on l'a laissé la dernière fois. Alors, il y a un point qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas traité pour le concept d'encapsulation. C'est la représentation du concept d'encapsulation dans le langage UML. Alors, pourquoi le langage UML? Parce qu'il est très utilisé pour la représentation d'une modélisation. Et nous, ce qui nous intéresse dans le langage UML ou c'est le diagramme de classe. Alors, le diagramme de classe ou une classe dans le diagramme de classe est composée de 3 compartiments. Alors, le premier compartiment, il concerne le nom de la classe. Le deuxième compartiment, c'est pour les attributs. Et le troisième compartiment, pour les méthodes ou bien la signature des méthodes. Généralement, dans le diagramme de classe, on met uniquement la signature des méthodes. Alors, dans un diagramme de classe, on a également la possibilité de représenter les modificateurs de visibilité ou les niveaux de visibilité. Alors, dans un diagramme de classe, on peut définir 2 niveaux de visibilité uniquement, le niveau public et le niveau privé. C'est-à-dire, quand il y a un verrouillage, on l'assimile à un niveau privé. Alors, public est représenté par un plus à l'extrémité gauche de l'attribut et de chaque méthode, et moins, c'est pour dire que le niveau de visibilité associé à ce membre, il est privé. Et vous avez un exemple juste après. Par exemple, vous avez la classe point. Donc, moins pour les attributs qui sont privés. Quand on met rien, c'est un niveau de visibilité par défaut, c'est-à-dire le niveau package. Et quand on met des plus, ça signifie que c'est des méthodes qui sont publiques. Est-ce que c'est compris, oui ou non?
J'ai compris, oui ou non? Je vous entends pas très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'encapsulation? Puisque je suis revenue à l'encapsulation. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'encapsulation, je vous écoute. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'encapsulation? Oui, oui, je vous entends. Enfin, je vous entends. Oui. Ah, vous avez dit non. D'accord, d'accord, il n'y a pas de question. Ok, ok, très bien. Donc, il n'y a pas de question. Alors, donc, on s'est arrêté ou on a commencé ensemble la dernière fois en présentiel le chapitre sur l'héritage. Voilà. J'ai commencé par expliquer le principe d'héritage à travers un exemple assez simple. Voilà, je me suis trop éloignée du héritage des constructeurs. Alors, oui. Bon, ça, c'est l'exemple le plus répandu pour la représentation d'un héritage. Donc, on a vu la dernière fois au tableau l'exemple sur les étudiants, les enseignants et les travailleurs. Donc, là aussi, c'est par rapport au type féminin et masculin. On a des attributs en commun, donc on peut factoriser les membres en commun pour obtenir la classe personne. Et les membres spécifiques ou les attributs spécifiques et méthodes spécifiques seront définis à l'intérieur des classes dérivées. Et la relation qui va relier la classe de base et les classes dérivées, c'est la relation d'héritage. Alors, donc la classe de base est appelée classe mère ou superclasse et les classes dérivées sont appelées sous-classes ou les classes filles. Donc, on a vu que des classes dérivées vers la classe de base, on appelle ça une généralisation. Et de la classe de base aux classes dérivées, on appelle ça une spécialisation. Donc, plus on descend dans l'arborescence de l'héritage, plus on est en train de spécialiser les classes. Et si on veut remonter, c'est qu'on veut remonter en abstraction, donc on est en train de généraliser. Alors, on s'est arrêté en cours la dernière fois avec cet exemple, donc un arbre d'héritage, dans lequel on a voulu mettre l'accent sur le fait que chaque objet a le type de sa classe et de ses classes ascendantes, donc c'est toutes les classes qui lui sont supérieures, mais il n'a pas le type de ses classes descendantes parce qu'elles sont plus spécifiques. Donc, si je prends un avion, New Avion Airbus C123, l'avion A, il a le type avion, il a le type T aérien, il a le type transport et il a le type object, c'est-à-dire il supporte tous ces types. Alors, les membres d'un objet de la classe phi sont les membres définis dans sa classe et les membres de toutes ses superclasses jusqu'à la classe object. Ainsi, de point de vue espace-mémoire d'un objet de la classe dérivée, un espace est réservé pour chaque attribut propre à la classe phi, puis un espace pour chaque attribut de toutes les classes qui lui sont ascendantes. C'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois qu'un objet issu d'une classe dérivée traîne avec lui des objets issus de ses superclasses. Une classe dérivée possède toutes les méthodes définies dans son corps et toutes les méthodes, sauf les constructeurs de tous ces superclasses jusqu'à la classe object. Alors pourquoi sauf les constructeurs? Parce qu'on a dit que le constructeur, on y accède uniquement lorsqu'on veut instancier des objets. Et on verra juste après comment on peut relier le constructeur de la classe dérivée avec les constructeurs définis dans les superclasses. Donc comment
le lien entre les constructeurs est exprimé. Donc, une classe dérivée ou une classe phi peut utiliser intégralement une méthode de la classe mère. On appelle ça héritage des méthodes. Elle peut utiliser partiellement le code d'une méthode de sa classe mère. Et là, il s'agit d'une redéfinition des méthodes, c'est-à-dire on utilise la même signature que la méthode définie dans une classe mère, mais on redéfinit le traitement dans une classe dérivée, ou bien utiliser un code nouveau, c'est-à-dire définition fraîche des méthodes. Donc, une classe dérivée a ces trois options pour l'utilisation des méthodes. Soit elle utilise uniquement les méthodes qui sont définies dans la classe de base, c'est-à-dire elle définit uniquement de nouveaux attributs et elle utilise ce qui est défini dans la classe de base, ou bien elle exploite la signature d'une méthode définie dans la classe de base pour la redéfinir à son niveau, et on va voir ce que ça engendre, ou bien définir de nouvelles méthodes qui sont propres aux attributs qu'elle vient tout juste de définir. Alors, la redéfinition des méthodes, qui est également appelée l'overriding, est la possibilité d'utiliser exactement la même signature pour définir un service dans un type et dans un sous-type, donc entre une classe et sa classe dérivée, directement ou indirectement. Le type de retour du service doit être le même, mais la visibilité peut changer. Mais elle doit être supérieure ou égale à la visibilité initiale. On dit dans ce cas que la classe phi a spécialisé la méthode. Alors, ça signifie quoi, cette histoire? Alors, regardez cet exemple. Vous avez une classe mère qui définit une méthode f, elle est void. Donc, void f sans argument, c'est system.out.println, je suis f de la classe mère. Vous avez une classe dérivée public classe phi extends mère, public void f, system.out.println, je suis f de la classe phi. Alors ici, vous avez la même signature. Ce qui a changé, c'est le niveau de visibilité. La méthode qui est définie dans la classe mère, elle a un niveau de visibilité par défaut. Et la version qui a été redéfinie, ou la version qui a été définie dans la classe dérivée, elle a un niveau de visibilité qui est supérieur. Donc, on a élargi la visibilité. Alors, il s'agit ici d'un cas de redéfinition. Donc, la visibilité, elle est supérieure. Donc, on a défini ici une redéfinition. On est ici face à un exemple de redéfinition. Alors, suivant avec le même exemple. Alors, dans la classe de base, le niveau de visibilité associé à la méthode f, il est public. Et j'ai voulu rendre la méthode f avec un niveau de visibilité par défaut. Alors, ici, ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas d'une redéfinition de méthode. Et vous allez avoir une erreur par rapport à la visibilité parce qu'elle est inférieure. On a fermé, on a restreint la visibilité à une méthode qui était à la base publique. Alors, il ne s'agit pas ici d'une situation de redéfinition. Alors, pour mieux comprendre cette histoire de redéfinition, on va ici voir la différence entre la surcharge et la redéfinition. Vous vous rappelez, on a dit que dans une même classe, on a la possibilité d'étendre le traitement ou de définir plusieurs versions de la même méthode, c'est-à-dire définir plusieurs façons d'effectuer un traitement. C'est le même nom de la méthode, mais il fallait y avoir au moins une seule différence. Alors, une différence dans le type de retour ou bien une différence dans le nombre et dans les types des paramètres en entrée. Donc, dans ce cas, il s'agit d'une surcharge. Alors, dans cet exemple, on vous dit, attention, il ne faut pas confondre surcharge et redéfinition. Alors, on peut également avoir une surcharge entre la classe de base et les classes dérivées.
Donc, la méthode F qui est définie dans la classe mère possède la signature suivante. Void F sans argument. Si je veux surcharger la méthode dans la classe dérivée, je dois définir une différence dans les paramètres en entrée ou bien dans le type de retour. Donc, void F int x, ici, il s'agit d'une surcharge. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de la même signature. Donc, si pour distinguer les cas de surcharge de cas de redéfinition, alors la surcharge, elle peut avoir dans la même classe et elle peut avoir lieu entre la classe de base et les classes dérivées, mais la surcharge doit impérativement comporter un changement au moins entre la classe, entre les versions de la méthode. Donc, la différence peut être dans les types de retour et elle peut être dans le nombre et dans le type des paramètres en entrée. Maintenant, pour dire qu'il s'agit d'une redéfinition, la redéfinition, elle concerne une méthode entre la classe mère et les classes dérivées. C'est-à-dire, la méthode, elle est définie dans la classe mère et la redéfinition, elle doit avoir lieu dans une classe dérivée. Donc, la redéfinition, elle dépend d'une relation d'héritage. C'est-à-dire la première contrainte. La deuxième contrainte, dans une redéfinition, on maintient la même signature de la méthode. Le changement qu'il peut y avoir, c'est dans le niveau de visibilité, c'est-à-dire on peut augmenter le niveau de visibilité si on le souhaite, et le changement peut avoir lieu aussi dans le type de retour. On peut avoir soit le même type de retour, soit un type de retour issu d'un type dérivé. C'est-à-dire que si j'ai une méthode ici qui a un type de retour mère, un objet de type mère, je peux dans la redéfinition dans la classe phi dire que le type de retour correspond à la classe phi parce que je suis dans la même classe. Donc, c'est soit le même type de retour, soit un type dérivé du type de retour exprimé dans la classe mère. Est-ce que vous arrivez à suivre? Vous arrivez à suivre, oui ou non? Bien sûr, je vais répéter. Alors, est-ce que vous avez compris le problème de programme, le point de redéfinition? Je vais reprendre. Je vais reprendre depuis la définition de la redéfinition. D'accord. Je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais reprendre. Alors, la redéfinition, en fait, c'est un concept qui est utilisé lorsque je veux spécifier un traitement. Je donne un exemple, une méthode d'affichage. Une méthode d'affichage ou une void affichée est définie dans la classe mère. J'affiche un objet de la classe mère avec ses attributs qui lui sont bien spécifiques. Je définis une relation d'héritage entre la classe mère et la classe phi. Pour afficher un objet de la classe phi, je dois afficher les attributs qui sont hérités de sa mère, mais je dois également afficher les attributs supplémentaires qui ont été définis dans la classe phi. Donc, ce que je peux faire, c'est redéfinir la méthode d'affichage avec la même signature et je vais dire tout ce qui a été défini dans la classe mère, je l'affiche en appelant la méthode affichée définie dans la classe mère et je continue d'afficher les attributs supplémentaires que j'ai étendus dans cette classe. Donc, en termes de signature, c'est la même signature. En termes de traitement, c'est aussi la même chose, c'est un affichage, mais c'est un affichage plus spécifique parce que je suis en train d'afficher les informations propres à la phi. D'accord? Donc,
je redéfinis la méthode avec la même signature. Il s'agit de la même signature, donc j'appelle ça une redéfinition. Alors, quand on a parlé de surcharge, on a dit j'offre plusieurs possibilités pour implémenter une méthode, un traitement. On l'a vu avec les constructeurs, avec un seul argument, avec tous les arguments, avec une version minimale des arguments. Donc, c'est offrir à l'utilisateur de la classe ou à l'utilisation de la classe différentes manières d'exécuter un traitement. Le traitement, c'est toujours le même, pardon, mais l'accès à ce traitement est différent, c'est-à-dire pour offrir différentes possibilités dans l'appel de la méthode. La surcharge peut avoir lieu dans la même classe. Elle va avoir lieu dans la même classe. Et on vous dit ici qu'on peut également avoir une surcharge entre la classe de base et les classes dérivées. C'est-à-dire que j'ai la méthode qui est définie dans la classe de base, je peux l'utiliser. Et j'offre une nouvelle possibilité, mais cette fois-ci, je veux maintenir l'accès à l'ancienne méthode, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser la même signature, mais je vais rajouter des paramètres supplémentaires dans la signature de la méthode. Et à ce moment-là, il s'agit d'une surcharge. Donc, quand on a une signature qui est à l'identique entre la classe de base et la classe dérivée, on appelle ça une redéfinition. Et on verra plus en détail cette notion de redéfinition à la fin de ce chapitre lorsqu'on parlera de polymorphisme. Alors, une méthode qui peut avoir la même signature dans plusieurs classes, on appelle ça une méthode polymorphe parce qu'elle a plusieurs implémentations dans différentes classes. Lorsque j'ai la même signature, on appelle ça une redéfinition. Lorsque j'ai le même nom de la méthode, mais j'ai une différence soit dans le type de retour, soit dans les paramètres en entrée, on appelle ça une surcharge. Est-ce que c'est compris, oui ou non? De toute manière, on verra des exemples sur ça, ne vous inquiétez pas. On verra des exemples sur ça, ne vous inquiétez pas. Surtout qu'on va voir justement les avantages et les inconvénients de cette redéfinition. Alors, dans l'héritage, on a dit que vous avez au moins deux objets qui sont liés par la relation d'héritage. Un objet qui va contenir les attributs hérités de la classe de base et un objet qui va contenir les attributs qui ont été définis dans la classe dérivée. Et j'ai commencé à en parler la dernière fois, des instances this et super. Alors, le this, on connaît. Il permet d'accéder à l'instance de l'objet courant. Mais ici, l'objet courant, il possède deux zones ou deux parties. Donc, chaque instance d'une classe dérivée est munie de deux références particulières. Donc, la référence this qui réfère à l'instance elle-même, c'est-à-dire la partie de l'objet qui représente les attributs qui ont été définis dans la classe elle-même, et la référence super qui réfère la partie héritée de l'instance. Alors, this, il référencie une seule zone, mais super, il référencie toute la partie héritée. C'est-à-dire, si vous avez toute une arborescence d'héritage, donc dans le super, vous avez accès à la zone qui a été héritée. Alors, l'utilisation de l'un de ces mots-clés est nécessaire quand on doit distinguer entre deux membres qui portent le même nom et se trouvent dans plus d'une classe, dans la hiérarchie de la dérivation. Alors, vous avez un exemple juste après. Donc, la référence this associée à un membre, this.m, où m est un membre, permet de désigner le membre le plus proche à partir de la classe phi jusqu'à la classe object. Lorsqu'on utilise la référence super associée à un membre,
ça permet de désigner le membre le plus proche à partir de la mère jusqu'à la classe object. Alors, ici, vous avez un exemple. Vous allez peut-être mieux comprendre cette histoire de this et de super. Alors, supposons qu'on a une classe A qui définit 3 attributs de type entier. Et là, vous avez une déclaration avec initialisation. Int x égale à 1, int y égale à moins 1 et w égale à moins 11. Vous avez une classe B qui est en la classe A, qui définit x égale à 2. Donc, on a redéfini l'attribut parce qu'on a un x qui est hérité et un x qui existe dans la classe dérivée, c'est-à-dire la classe B. Y égale à moins 2, là aussi, on a redéfini l'attribut y. Et z égale à moins 22, c'est un attribut qui est propre à la méthode, à la classe B. Vous avez une classe C qui est en la classe B. Donc, vous avez A, la classe de base. De la classe A, on a dérivé la classe B. Et de la classe B, on a dérivé la classe C dans l'exemple. On définit int x égale à 3 et h égale à moins 3. Alors, dans la classe C, on définit 2 méthodes d'affichage, la méthode F1 et la méthode F2. Alors, la méthode F1, elle affiche des attributs avec la référence list, et la méthode F2, elle affiche des attributs avec la référence super. Et on va voir ce qui est affiché à chaque fois, et ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Alors, this.x, c'est-à-dire afficher le x qui est défini dans la classe C. This.h, c'est afficher le h qui est défini dans la classe C. This.y, c'est afficher ou rechercher l'attribut y à partir de la classe C. Et this.z, c'est la même chose, avec la référence de l'objet courant. Alors, quelle est la valeur qui sera affichée dans cette première instruction? This.x. À votre avis, quelle est la valeur qui sera affichée? 3. Oui. La valeur 3. Alors, dans le this, je commence à chercher l'attribut dans la classe de base, c'est-à-dire l'objet courant. This.x, vous avez le x qui est défini dans la classe C, donc il prendra la valeur 3. Donc, je vais rajouter ici. L'affichage, c'est 3. Alors, this.h, c'est quelle valeur? This.h, c'est moins 3. H est défini dans la classe C, donc on affiche le moins 3. Donc, on affiche ici le moins 3. Alors, this.y. Alors, le y n'est pas défini dans la classe C. On a dit, dans la référence this, on commence à rechercher les attributs et les méthodes à partir de la classe dérivée jusqu'à la classe object. Et on remonte. Donc, this.y, il n'est pas défini dans la classe C. Donc, on va chercher dans la classe B qui est dérivée, à partir de laquelle est dérivée la classe C. Donc, dans la classe B, vous avez X, Y et Z. Donc, on prend la valeur de cet Y, c'est-à-dire le moins 2. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est bon pour tout le monde? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors, je continue encore. La dernière instruction, c'est this.z. Le Z, il n'est pas défini à l'intérieur de la classe C. On cherche dans le B, il est défini dans la classe B. Donc, on va afficher la valeur du moins 22. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant?
D'accord, très bien. Alors, on continue. Pour la méthode F2, on va faire un affichage, mais en utilisant super. Alors, système.out.println, super.x. C'est quelle valeur qui sera affichée? 2. C'est la valeur 2, parce que c'est le x de la super classe. Donc, c'est le 2. Alors, on ne peut pas, malheureusement, ici, accéder au x qui est défini dans la classe 1, parce qu'il a été redéfini dans la classe B. On ne peut pas faire super du super. Vous avez un seul mot-clé ou une seule référence super qui regroupe tous les attributs et toutes les méthodes de la superclasse. Si je voulais accéder au x de la définir dans la classe 1, je n'ai pas le droit de le redéfinir dans la classe B. Puisque je l'ai redéfini dans la classe B, ça m'interdit accès au x qui est défini ici dans la classe 1. Donc, quelque part, je l'ai masqué. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce point? On ne peut pas accéder au premier. Alors, on continue encore. Alors, vous avez l'instruction système.out.println super.h qui est barrée. Pourquoi elle est barrée? Parce qu'on n'a pas accès au h. Le h, il n'est pas défini dans la classe A. Il n'est pas défini, il n'est pas défini, dans la classe B. Il n'est pas défini dans la classe A. Je remonte dans la classe object, et l'attribut h n'existe pas. Donc, ici, je vais avoir une erreur. Pourquoi je vais avoir une erreur? Parce qu'il va me dire que l'attribut h n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il a été défini dans la sous-classe et non pas dans les superclasses. Donc, je n'ai pas accès à cet attribut. D'accord? C'est compris, oui ou non, pour l'attribut h? C'est d'accord. Ok. Très bien. On continue. Super.y, c'est-à-dire un attribut y qui a été défini quelque part dans les superclasses. Donc, je commence à partir de B et je remonte. Dans la classe B, j'ai défini un y. Je lui ai donné la valeur -2. Donc, l'affichage ici concerne le -2 de l'attribut qui est défini dans la classe B. Là aussi, le y qui a été défini dans la classe 1, il est malheureusement masqué. J'y ai pas accès. Donc, si je veux pouvoir accéder à tous les attributs de l'arborescence, il faut que je fasse très attention à l'appellation de mes attributs. Si je redéfinis un attribut du même nom dans une classe dérivée, je rends l'attribut précédent inaccessible. Alors, la dernière instruction, système.out.println super.z. Donc, le z, il est défini dans la classe B. Et donc, j'afficherai la valeur correspondant à ce z dans la classe de base. Alors, pour résumer un peu ce qui s'est passé dans cet exemple. Si un attribut est défini uniquement dans une classe de base, je peux y accéder avec le this, comme je peux accéder avec le super. Alors, c'est valable pour le z et c'est valable pour le w ici. Pourquoi? Parce qu'avec la référence this, je commence à chercher un attribut dans la classe dérivée. Si je ne trouve pas, je remonte de proche en proche jusqu'à la classe object. Si je ne trouve pas, je dirais l'attribut n'existe pas. Donc, si l'attribut existe une seule fois et il n'a pas été redéfini en cours de route, je peux y accéder avec la référence this. Maintenant, si j'ai
plusieurs versions de l'attribut. Je l'ai défini dans une classe dérivée et il a été initialement défini dans la classe de base. Ici, il faut qu'il y ait distinction. Le X accessible avec la référence this et le X accessible avec la référence super ne sont pas le même. Le X accessible avec la référence this, s'il est défini dans la classe dérivée, c'est cette valeur qui sera utilisée. Mais s'il est défini dans une classe de base plus haut, avec la référence this, on ne pourra pas y accéder. Si je veux accéder à un attribut qui est défini dans une classe de base, j'y accède avec la référence super. Si je redéfinis dans mon arbre d'héritage ou dans mon arborescence d'héritage, je redéfinis des attributs, je risque de masquer des attributs qui ont été définis à des niveaux supérieurs. Est-ce que vous avez compris ce point, oui ou non? Oui. C'est clair pour tout le monde? Alors, on verra à travers des exemples. Parfois, ce masquage ou cette redéfinition des attributs, elle est très nécessaire pour spécifier ou pour donner plus de signification à cet attribut dans la classe dérivée. Et à quel moment on n'a pas le droit, on ne va pas redéfinir ces attributs, on ne va pas utiliser le même nom pour pouvoir utiliser la version qui a été précédemment définie dans la classe de base. Alors, vous avez, donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai fermé le cours par erreur. C'est pas grave. Donc, on a parlé tout à l'heure de redéfinition de méthode. Donc, on va voir juste après un exemple de la redéfinition de la méthode d'affichage. Alors, ici, on va redéfinir la méthode d'afficher de la classe point. Donc, dans la classe point, on a défini les attributs x, y et on a défini une méthode d'affichage qui affiche la coordonnée x et la coordonnée y. Si maintenant je passe à un point tridimensionnel, donc classe.espace, elle étant la classe point, c'est-à-dire on utilise la coordonnée x et y et on rajoute la coordonnée z. Dans la méthode d'affichage qu'on va redéfinir dans la classe dérivée, on va afficher les coordonnées héritées, c'est-à-dire x et y, avec la même méthode d'affichage qui est définie dans la classe à 2 dimensions. Donc, super.afficher, c'est comme si je suis en train de dire afficher l'objet hérité et je rajoute l'affichage de la nouvelle dimension. Donc, je n'ai pas besoin d'accéder ici pour l'affichage aux coordonnées x et y pour l'afficher à ce niveau-là. Je vais pouvoir utiliser ou faire appel à la méthode qui a été définie dans la superclasse. Donc, super.afficher signifie avec la référence de l'objet hérité, on affiche. Donc là, on affiche l'objet à 2 dimensions et on rajoute l'affichage de la zone à 3 dimensions. Et ici, il s'agit bien d'une redéfinition parce que regardez, vous avez la même signature. Public void affiché sans argument, public void affiché sans argument.
Donc, on a redéfini la méthode et en plus, dans la méthode affichée, on a utilisé la précédente version de l'affichage. Donc, on l'a réellement étendu avec un traitement supplémentaire spécifique à cette dimension supplémentaire. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est compris, oui, pour tout le monde? Oui. D'accord. Alors, on définit dans la classe point la méthode symétrie comme suit. Donc, public.symétrie, elle retourne un nouveau point, moins x, moins y. Alors, cette méthode peut être redéfinie dans la classe point espace comme suit. Donc, public.espace symétrie, elle retourne new.espace, moins getX, moins getY, moins z. Alors, ici, on a un cas de redéfinition dans laquelle vous avez la même signature et le type de retour, il a été dérivé. Donc, la version qui a été définie dans la classe point symétrie, elle retourne un point, c'est-à-dire le type spécifique de la classe correspondante. Dans la classe dérivée point espace, lorsqu'on a redéfini la méthode, donc on retourne un point espace. Et il s'agit bel et bien d'une redéfinition ici parce qu'on a dit lorsque le type de retour est dérivé du type de retour de la méthode qui a été définie dans la classe de base, il s'agit aussi d'une redéfinition. Donc, malgré que les deux signatures sont différentes, mais ça correspond à une redéfinition car point espace est un sous-type de point. Alors ici, il est conseillé de rajouter la notation @override avant toute méthode redéfinie. Ceci est utile pour que le compilateur réalise le contrôle et envoie une erreur si la méthode ne redéfinit aucune autre méthode. Voilà, c'est juste pour, c'est une directive par rapport à la redéfinition. Est-ce que vous avez compris cet exemple? Est-ce que vous avez compris cet exemple de redéfinition, oui ou non? Non, vous ne l'avez pas compris. D'accord, je vais reprendre. Alors, on a dit que dans la redéfinition, c'est la même signature. Alors, je reviens ici à la redéfinition. On a dit, le type de retour du service doit être le même, mais la visibilité peut changer. Alors, donc la redéfinition ou l'overriding est la possibilité d'utiliser exactement la même signature pour définir un service dans un type et dans un sous-type, c'est-à-dire entre une classe et sa classe dérivée, directement ou indirectement. Le type du retour du service doit être le même, mais la visibilité peut changer, mais doit être supérieure ou égale à la visibilité initiale. On dit dans ce cas que la classe phi a spécialisé la méthode. Alors, la redéfinition, elle permet de spécialiser un traitement. Alors, vous avez ici un exemple concret. Lorsqu'on calcule la symétrie pour un point à 2 dimensions, c'est moins x et moins y. Maintenant, le point, il est devenu en 3 dimensions. Mais la méthode, c'est toujours symétrie. Ou la philosophie du traitement, c'est toujours la symétrie. Donc, c'est la symétrie à 2 dimensions, mais je lui rajoute une dimension. Alors, ici, je n'ai pas pu réutiliser, comme dans l'affichage, la symétrie qui a été définie précédemment, mais c'est le même principe, c'est la même logique, c'est la même philosophie. En fait, c'est quelque part pour masquer l'accès à cette méthode symétrique. On a dit un objet issu de la classe dérivée,
a accès aux méthodes qui sont définies dans la classe dérivée et dans toutes les superclasses. Je suis dans un environnement à 3 dimensions. Pour calculer la symétrie, il faut que je calcule la symétrie en tenant compte des 3 dimensions. Donc, la logique, c'est toujours la même, mais je travaille avec les 3 dimensions. Donc, c'est toujours un nouvel objet, mais ce n'est pas un nouvel objet de type point, mais c'est un nouvel objet de type point espace, c'est-à-dire les 3 dimensions. J'inverse la dimension x, j'inverse la dimension y et j'inverse la dimension z. Mais c'est toujours la symétrie. Sauf qu'ici, elle ne retourne pas un point à 2 dimensions, mais elle retourne un point à 3 dimensions. Donc, il s'agit toujours d'une redéfinition parce qu'il s'agit du même nom, du même niveau de visibilité et un type de retour qui est dérivé du type de retour de la première version. Donc, je suis dans la classe point. La méthode symétrie, elle me retourne un point à 2 dimensions. Je suis dans la classe point à 3 dimensions. La méthode symétrie, elle doit me retourner un point à 3 dimensions. Si demain, je décide de dériver la classe point à 3 dimensions par une classe point à 4 dimensions, là aussi, la méthode symétrie doit être redéfinie pour tenir compte de la 4e dimension. Et même le type de retour sera spécifique à la classe dérivée. Donc ici, je vous ai dit, c'est une manière de verrouiller l'accès à cette méthode symétrie qui retourne un point. On a déjà dit qu'un point espace est un point avant tout. Donc, s'il n'y avait pas ça, si je n'avais pas cette méthode, si je n'avais pas redéfini cette méthode ici, donc je vais la barrer, j'ai toujours la possibilité de faire appel à cette méthode symétrique parce qu'on a une compatibilité de type entre point et point espace. Tout objet de la classe dérivée possède le type dérivé et possède aussi tous les types de la superclasse. Donc, j'aurai la possibilité de calculer la symétrie pour la zone 2 dimensions et la zone 3 dimensions restera telle qu'elle. Ce n'est pas réellement la symétrie. Donc, pour pouvoir interdire l'accès à cette version, j'ai redéfini le même nom de la méthode et j'ai encore plus spécifié le type de retour. Donc, je ne retourne pas un point à 2 dimensions uniquement, mais je retourne un point à 3 dimensions avec sa zone 2D et sa 3e coordonnée définie dans la dimension 3D. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Donc, ça permet aussi de spécifier encore plus le traitement. Donc, dans la redéfinition des méthodes, c'est la même signature avec le même type de retour ou bien la même signature avec un type de retour qui est dérivé. Donc, c'est une possibilité. D'accord? Alors le mot-clé final est aussi utilisé avec les classes. Bon, on a vu le mot-clé final pour définir les constantes. Et j'ai dit qu'il y a une autre utilisation. J'avais précédemment dit qu'il y a une autre définition ou d'autres utilisations du mot-clé final. Alors, final, s'il est associé avec le nom d'une classe, ça signifie que la classe ne peut pas être dérivée. Donc, je ne peux pas dériver cette classe. Donc, la relation... Madame, oui. Madame, il y a Oui. une question. Chat. Oui, bien sûr. Je reviens au chat. Alors, si j'ai un objet de type point espace, je peux appeler la méthode point. Au cas où je définis la méthode symétrie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans le but de l'héritage, et on l'a dit ici, bon, je remonte un peu. On l'a dit dans ce schéma. Dans une classe phi, je peux utiliser intégralement une méthode définie dans la classe mère. Je peux redéfinir des méthodes comme je peux proposer de nouvelles méthodes.
Donc, toutes les méthodes qui ont été définies dans la classe de base, si elles n'ont pas été redéfinies, on a la possibilité d'y accéder. Pourquoi? Parce que, je remonte encore un peu, parce que grâce à ça, le type avion, il supporte tous les types qui lui sont supérieurs. Donc, il peut déclencher les méthodes définies dans avion parce qu'il est, il est issu de cette classe. Il peut déclencher les méthodes de T aérien parce qu'il hérite d'une zone mémoire du même type que cette classe. Donc, il est vu aussi comme étant T aérien. Donc, il peut déclencher les méthodes. Il peut déclencher des méthodes de transport. Il peut également déclencher des méthodes dans Object. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est compris? D'accord, très bien. Donc, c'est la raison, de la redéfinition, c'est justement pour pouvoir, quelque part, masquer l'accès à la version qui a été définie dans la classe de base, parce qu'elle ne me convient plus. Elle travaille avec un objet à 2 dimensions, et moi, je suis dans une situation à 3 dimensions. Donc, j'ai besoin d'avoir ou d'utiliser la version à 3 dimensions. Alors, donc le mot-clé final ou final, il peut être utilisé également avec le nom de la classe. Donc, si une classe est précédée par le mot-clé final, donc elle ne peut pas être dérivée. Donc, c'est pour interdire toute relation d'héritage avec cette classe. Elle ne peut plus être étendue. Elle est considérée obligatoirement comme feuille dans la hiérarchie de l'héritage. On peut également associer une méthode avec le mot-clé final. Et cette fois-ci, ça signifie que la méthode, elle ne peut pas être redéfinie. Donc, si je veux interdire tout héritage d'une classe, je peux la définir comme finale. Si je veux interdire toute redéfinition d'une méthode, je peux également la définir comme finale. Est-ce que c'est compris, oui ou non, pour cette notion ou cette utilisation du mot-clé final? Donc, final avec un attribut, ça signifie qu'il s'agit d'une constante. Final avec un attribut statique, il s'agit d'une constante de classe. Final avec le nom de la classe, il s'agit d'une classe qui n'a pas le droit d'être dérivée. Et final avec une méthode signifie que la méthode, elle ne peut pas être redéfinie à travers une relation d'héritage. D'accord? Alors, un dernier point avant de se quitter. Vous m'avez déjà posé la question par rapport à l'héritage multiple et j'ai dit que l'héritage multiple n'est pas autorisé en Java. Donc, chaque classe, elle possède au plus une superclasse directe. On parle dans ce cas d'un héritage simple. Alors, d'autres langages autorisent l'héritage multiple, par exemple le C++, qui permet à une classe d'hériter de plusieurs classes parentes. Alors, ici, on parle d'héritage multiple. Alors, un exemple ou une situation dans laquelle vous avez un héritage multiple, si on prend la classe animal, vous avez la catégorie herbivore et vous avez la catégorie carnivore. Donc, herbivore, c'est les animaux qui consomment de l'herbe. Et carnivore, c'est les animaux qui aiment de la chair fraîche. Alors, vous avez quelques exceptions des animaux qui sont omnivores, c'est-à-dire qui consomment les deux. Et donc, ils sont censés hériter des propriétés des deux. Alors, on verra par la suite comment il est possible d'implémenter ce schéma autrement en Java. C'est-à-dire comment on peut pas implémenter un héritage multiple, mais on peut implémenter cette situation et voir comment on va devoir représenter la classe omnivore pour qu'elle puisse récupérer les propriétés issues des classes herbivores et carnivores. Mais comme ça, directement, l'héritage multiple est interdit en Java.
Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour tous ces points? Ok, donc si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra au même horaire, c'est-à-dire le même horaire que d'habitude, la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, une question avant de terminer la séance. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à suivre en TP? Est-ce que les séances se déroulent bien? Oui. Pour tous les groupes? Bien sûr que je vais compter le devoir que je vous ai demandé dans la classe. Je vous ai dit, au lieu de vous faire une interrogation écrite, je préfère vous donner comme ça différents devoirs et ça va être comptabilisé comme votre contrôle continu. Donc, bien sûr, le devoir, il est comptabilisé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez? Pour le contrôle, bon, je vais vous envoyer le barème détaillé par la suite. Pour chaque exercice que je vous donne comme contrôle continu ou comme devoir, je vous donnerai le barème. Alors, mon objectif, je ne vais pas exécuter les codes. Je vais voir vos réponses par rapport aux questions de l'exercice. Et donc, j'ai répondu à plusieurs d'entre vous lorsque vous m'avez posé la question, est-ce que c'est la version Word ou bien la version Eclipse ou projet qu'on vous envoie? J'ai dit peu importe, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'exécuter vos réponses, mais de noter vos réponses selon un barème que j'ai défini par rapport à chaque exercice. Donc, si le code contient des erreurs, ce n'est pas grave. Chaque erreur sera, je dirais, pénalisée par rapport au barème qui est défini uniquement. Est-ce que c'est compris? C'est compris pour le contrôle? Ok, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Sahaf Torkom et bonne fin de journée.